Nouveau CQFR sur la chaîne Basket Session. Aujourd'hui, on va parler un peu de NBA, même si évidemment la ligue est en pause. On n'a pas encore repris les camps d'entraînement. On commence un peu, nous, doucement à essayer de se projeter sur la saison prochaine. Shai, on a décidé de se concentrer un petit peu sur les équipes ou les joueurs qui pourraient avoir une grosse pression lors de la saison à venir. On a sélectionné quelques-unes. C'est vrai qu'on ne s'est pas donné un nombre cette fois-ci. Et on peut tout de suite attaquer par ça si tu te sens chaud d'entrée. Pas de problème. Écoute, moi je vais commencer par une équipe. Alors, une de celles qui ont le plus la pression, je pense. Je pars du côté de la conférence Est et des Cleveland Cavaliers. Je sais pas si tu les avais aussi, mais je Ouais, trouve que j'ai fait un binôme. Je les ai inclus avec une autre équipe. Mais avec ça, avec les Knicks. ouais, voilà, les Knicks et les Cavaliers, pour moi, c'est les deux équipes qui ont le plus la pression sur la saison à venir. Bah oui, parce que avec Indiana qui a pas Liberton, Boston qui a pas Tatum, toutes les autres équipes qui ont l'air un peu jeunes encore, type Orlando, Détroit. Voilà, à l'Est, il y a quand même l'air d'avoir pas un boulevard, mais pas loin. Alors pour les deux équipes, mais les Cavs sortent d'une saison où ils ont fini en tête, ils ont fini deuxième avec le deuxième meilleur bilan de la ligue. Ils ont insisté avec leur effectif, ils n'ont pas fait vraiment de changement. Hein. Ils ont avec Donovan Mitchell, il y a toujours Darius Garland, Evan Mobley, voilà. Et il y a de la pression parce que les Knicks sont allés en finale de conférence, par exemple. Donc on sait qu'eux, ils ont montré qu'ils étaient vraiment à une marche près. Les Cavs n'ont toujours pas été en finale de conférence, si je dis pas de bêtises. Non, Voilà. pas Et depuis, donc, enfin, pas j'étais en depuis. train, voilà, depuis qu'il y a cette Deux, équipe-là. deux fois premier tour, puis deux fois deuxième, je crois. Voilà. Et donc ils sont à la fois proches parce qu'en saison régulière, ils sont excellents, vraiment. Ils ont été premiers la saison dernière. Et en même temps, ils n'ont pas montré qu'avec cette équipe-là, ils pouvaient vraiment se rapprocher des finales NBA. Et là, pour moi, ils sont sous pression parce que je crois que c'est l'équipe avec la plus grosse masse salariale. On n'est pas loin de ça. Et en plus, ouais, je veux bien. Je crois il me semble qu'ils sont, en tout cas, c'est très très élevé. Et ils sont un peu sur une saison finale ou bust pour moi. C'est effectivement la plus grosse masse salariale de la C'est la ligue. plus grosse masse J'aurais vraiment salariale. pas deviné. Ouais. Et les Knicks sont la troisième d'ailleurs, donc ça Hum, rejoint le truc. Et entre les deux, est-ce que tu sais qui est intercalé entre Cleveland et New York sur plus grosse masse salariale? J'en ai aucune Une idée. équipe que j'ai pensé à mettre, mais que je me suis dit non, ils s'en sortent vraiment bien, c'est les salauds. Pardon pour l'insulte. Une équipe de l'Ouest. Les Clippers. Non, les Clippers sont quatrième, les Mavs. Les Ah, Mavs ont la deuxième plus grosse oh la masse vache. salariale de la ligue. J'ai failli les Ouais. mettre dans cette liste. Je les ai pas mis, je les ai enlevés. Je me suis dit, Hum. ouais, mais au final, ils s'en Non, il n'y a pas la foutent. pression. Il y a une forme de pression, tu vois. Si on devait prendre au mot Ce qu'avait dit Nico Nico Harrison. Harrison, tu as dit, je joue pour le titre. Tu as récupéré par miracle Cooper Flag. Donc, tu as un rookie qui est quand même prêt, t'imagines, oublions maintenant. Parce que nous, ça nous fait rire, les Mavs qui jouent le titre. Je suis désolé, ça part sur les Mavs, mais 2 secondes. Prends une équipe qui est candidate au titre, les Nuggets. Et les Nuggets, en plus d'être candidats au titre, ils ajoutent Cooper Flag. Tu te dis demain, c'est plus favori, là, t'es grandissime favori pour le titre. Donc les Mavs, si Nico Harrison, il nous dit, on est favori pour le titre, on est candidat au titre, on a une équipe qui peut jouer le titre, et le lendemain, t'ajoutes Cooper Flag, et t'as la deuxième masse salariale de la ligue, t'es censé jouer le titre, tu vois. Et on sait très bien que ce sera pas le cas. J'espère qu'il va pas faire de déclaration dans ce sens-là, parce que sans Kyrie Irving, non, tu peux pas faire. Enfin, on verra comment ils vont compris les présenter la erreurs. saison. On va voir comment ils vont Puis c'est vrai présenter la qu'il y a saison. Bon, pardon, c'était une petite parenthèse Mavs. J'ai pas mis les Mavs dans mes équipes qui ont le plus la pression. Moi, je mets vraiment les Cavs en 1. T'as raison, les Knicks, je les ai notés aussi, hein, parce qu'au bout d'un moment, il faut réussir à passer ce cap. Mais ils en sont pas très loin et le tableau est un peu dégagé. Donc, de pression, mais je trouve qu'il y a des attentes, mais pour moi, un poil moins que sur les Cavs où on se dit là, mais là, s'ils n'y arrivent pas, il faut passer à autre chose. C'est-à-dire que ça peut pas être. Je veux pas insister sur Donovan Mitchell. Il fait des très bonnes saisons, il y a pas de souci, mais c'est un peu le leader identifié de l'équipe. Ça veut dire que tu peux pas, Mais ça tu peut peux pas fonctionner transférer, comme ça avec lui et les autres. Je parle pas que de Mitchell, hein, tu mais peux transférer d'autres joueurs que lui. Tu peux transférer Garland, il y tu a peux Garland, transférer bien sûr. Allen s'il y a un échec. Moi, je les mets vraiment exactement sur le même Mhm. pied d'égalité, parce que oui, les Knicks sont allés en finale, mais déjà, les Knicks étaient grandissimes favoris de cette finale de conférence, ou grand favori, peut-être pas grandissime, grand favori de cette finale de conférence. Ils l'ont pas gagné. Ils ont aussi une masse salariale énorme. Ils ont fait des paris. Les Cavaliers avaient 3 blessés dans leurs 5 majeurs sur cette demi-finale. Les Cavaliers ont l'avantage de pouvoir être jeunes, de se dire oui, mais nous, Mobley, il a encore une marge de progression. Les Knicks, c'est maintenant. Il n'y a pas de demain, c'est maintenant. Les mecs, ils sont dans leur prime. Donc moi, je les mets. Et sachant que New York est évidemment un marché où il y a plus de pression que Cleveland, je les mets exactement sur le même pied d'égalité. Je me dis que c'est deux équipes qui n'ont pas le droit de se foirer, en fait. Il y a une de ces deux équipes
qui va être déçue en fin de saison parce qu'elle ira pas en finale NBA. Par définition, il y en a qu'une qui va en finale NBA. Si aucune des deux va en finale NBA, c'est terrible, mais il y en a vraiment, une de ces deux équipes doit aller en finale NBA. Ça, je pense que l'objectif est le même pour les deux. Si les Knicks échouent, ils vont en finale de conférence encore et ils échouent. Est-ce que c'est un échec. C'est une saison ratée. C'est un échec, mais est-ce qu'il bouleverse tout l'effectif derrière? Je pense. Moi, j'ai failli mettre, si je mettais pas les Knicks, j'ai failli mettre Karl Anthony Towns. Parce qu'on sait que les Knicks s'intéressent à Giannis Antetokounmpo. Milwaukee est d'ailleurs une autre équipe qu'on peut citer, hein, je l'ai noté dans ma liste. On sait que c'est une équipe qui s'intéresse à Giannis Antetokounmpo, c'est une équipe qui doit gagner en fait. C'est pas juste qu'elle veut gagner, c'est qu'elle doit gagner aujourd'hui. Et si c'est pas, alors si on veut pas mettre les Knicks, je pense qu'on peut mettre 4. Parce qu'en plus, ils viennent de re-signer Bridges pour un gros contrat. Non, là tu as ton équipe, tu n'as plus de marge, tu as pris un banc, tu as changé de coach en plus. Je ne parle même pas de ce changement de coach qui rajoute de la pression. Tu vois, j'y avais même pas pensé en faisant ma liste. Mais les Knicks, ils viennent de virer Thibodeau. Ils ne peuvent pas faire finale de conf. Ils doivent aller plus haut. Ils viennent de virer Thibodeau qui vient de les mener en finale de conférence. Non, les Knicks et les Cavs aussi, évidemment, énorme pression sur les Cavs. Parce que si les Cavs échouent encore, alors peut-être qu'ils vont passer un cap supplémentaire et qu'ils vont aller en finale de conférence. S'ils échouent, c'est pareil, ça devra bouger. Ils auront montré que en l'état, ça marchera pas. Et c'est là où je suis d'accord sans être d'accord, c'est que les Cavs, l'argument jeunesse, pour moi, il est important. C'est que bien sûr, tu vois, par exemple, les Knicks, ils perdent même 4-3 en finale de conf. Pour moi, c'est un échec. Les Cavs, ils perdent 4-3 en finale de conférence. Mobley a passé un vrai cap sur cette saison. Ils auront fait mieux que la saison dernière. Ils auront fait mieux, mais surtout, les Cavs, je me dis, Mobley, attends, il a passé un gros cap, va savoir ce qu'il y a encore derrière. Les Knicks, il n'y a pas ce truc-là. Tes joueurs, là où ils en sont, c'est là où ils en sont. Il n'y a pas de cap, tu vois, il n'y a plus de cap derrière. Ils sont sur leur prime. Peut-être Kat avait un éventuel. Il y en a encore qui vont progresser. Bien sûr, Towns, il prend de l'âge. Bronson, peut-être, c'est des mecs qui maîtrisent de mieux en mieux leur technique, etc. Bien sûr qu'il y a des petites marges de progression. Chez Garland, alors moi j'y crois moins, mais chez Garland et chez Mobley, il y a encore des grosses marges de progression. Tu vois, il y a encore ce truc potentiel, on ne sait pas. Peut-être qu'il n'y a pas. Mais on peut se dire, tu vois, si Garland il fait une grosse campagne de playoff, si Mobley fait une grosse campagne de playoff, tu peux te dire, ouais, en fait, attends, on est encore sur la pente ascendante, on est passé à un match là cette fois-ci. Encore une fois, ça dépend de comment tu perds en finale de conf. Et si les Cavs vont pas en finale de conf, là, je suis entièrement d'accord avec toi. Là, c'est clair et net. Là, tu dois changer quelque chose. Et je suis pas sûr que ce soit Mitchell que tu changes au passage. Non, mais je disais ça parce que c'est le franchise player, quoi. C'est pour ça. Après, moi, j'ai mon avis sur la chose. Il est très bon, mais bon, on va pas revenir dessus. Mais de ce que tu as dit, c'est juste, c'est-à-dire que s'ils vont en finale de conf, déjà, c'est une progression, donc il n'y a peut-être pas matière à tout changer. Mais ils ont quand même beaucoup de pression, ne serait-ce que déjà de passer ce cap qu'ils n'arrivent pas à passer pour l'instant. Les Knicks l'ont passé, ils ont beaucoup de pression aussi, parce qu'en plus, le tableau est ouvert. Mais les Cavs, pour moi, il y a énormément de pression aussi. Les Knicks, en plus, si j'étais vraiment très, très taquin, mais les fans des Knicks vont me détester si je dis ça. Ils l'ont passé. C'est horrible ce que je vais dire. Je sais que personne ne sera d'accord, mais je continue de le penser. Boston a plus perdu cette série que New York ne l'a gagnée. Mais les Knicks ont quand même été incroyables sur les 2 comebacks. Donc bon, je vais pas leur enlever ça. Ça fait presque. Même moi, j'ai l'impression d'être un rageux en disant ça, alors que je suis même pas fan des Celtics. Ouais. Mais tu vois, il y a un contexte pour les deux en fait. Il y a un contexte pour les Cavs, il y a un contexte pour les Knicks. J'avais même oublié, il y a aussi DeAndre Hunter. Il est pas tout vieux, il va pas non plus ultra progresser, mais tu vois, il y a encore quand même de la jeunesse dans l'effectif des Cavs qui peut te permettre et encore moi je les mets sur le même pied. Je te dis pas que les Cavs ils ont moins de pression. Je dis juste c'est pourquoi je dis ça peut être sur le même pied. Si les Cavs perdent 4-0 en finale de conf ou 4-1, pour moi, tu changes aussi des choses. Tu vois, là, je te rejoins, tu changes des choses. Tu n'étais pas prêt, tu étais loin encore. Après, il faut qu'ils soient épargnés un peu par les blessures au moment où ça compte, quoi. Ça, faut mettre ça à leur décharge, c'est qu'ils ont été vraiment... tous les joueurs étaient blessés ou diminués, ce qui est le cas de beaucoup d'équipes, mais là, c'était vraiment les joueurs majeurs. Donc, même moi qui suis un tout petit peu sceptique sur leur capacité à vraiment passer ce cap, il faut les voir dans ce contexte-là, dans cette situation-là. Et les Cavs, effectivement, il y a quand même encore cette question de savoir, moi en tout cas je l'ai toujours cette question, peut-être certains diront que ça a été répondu par Kenny Atkinson pendant la saison régulière, mais moi je suis pas encore sûr,
Et moi, comme toi, j'ai ma petite avis. Moi, c'est pas que j'ai ma petite avis sur Mitchell. Moi aussi, Mitchell, je le mets pas, par exemple, dans les 8 meilleurs joueurs de la ligue. Donc, je me dis pas que si Mitchell, c'est ton franchise player, tu vas jouer le titre. Tu vas gagner un titre. Je pense pas. Tu vois, là, je te rejoins. Je pense pas. Par contre, je pense que Mitchell Mobley, dans une conférence faible, tu peux aller en finale NBA sans gagner le titre, en fait. Tu te fais ouvrir par l'équipe de l'Ouest. Mais peu importe, t'es allé en finale NBA. Et t'imagines pour Cleveland, aller en finale NBA sans LeBron. Mais bref. Par contre, il y a un truc, moi, c'est pas Mitchell que j'aurais nécessairement changé. Il y a un truc sur lequel je suis sceptique, c'est que je suis vraiment pas sûr que Garland et Mitchell, ça soit un truc qui vraiment, vraiment puisse marcher. Et je pourrais même ramener le débat Mobley et Jarrett Allen, notamment si tu veux utiliser Mobley d'une certaine manière en attaque. J'ai besoin. Moi, je suis d'avis de penser qu'à un moment, en fait, Mobley, il doit jouer 5 pour vraiment débloquer tout plein de choses en attaque, d'être un espèce de 5 à la Bam Adebayo, en peut-être plus fort, tu vois, peut-être plus fort offensivement. Bah voilà. Donc je suis sceptique sur ces associations-là, et j'ai l'impression que les Cavs, là, par contre, à un moment, tu vois, c'est donc la 3e saison. Si effectivement tu vas pas en finale NBA ou tu fais pas une grosse perf en finale de conférence, bah il y a dans ces associations, il y a quelque chose qui doit changer. Peut-être même les deux associations, peut-être qu'il y a un mec qui bouge, deux, je sais pas, mais comme toi, je serais d'avis de penser qu'il y a des choses à changer. J'avais les Knicks et Cleveland tout en haut. Je vais changer de conférence. Je pense que Houston a une forme de pression, pas non plus immense, je dirais, mais a quand même une forme de pression parce que tu as fait un trade pour Kevin Durant. Kevin Durant, il n'a pas une durée de vie illimitée. On est sur la fin. Tu es présenté, selon moi à tort, comme le 2e grand favori de toute la saison. En tout cas par certains médias et par les gros médias US. Alors, c'est pas le seul baromètre de référence. Mais si on se fie à ESPN, j'aime bien prendre ça à chaque fois, vous le savez, comme échelle. ESPN, pour ESPN, le 2e favori de la saison derrière le Thunder, c'est les Rockets. Il y a encore de la jeunesse, donc comme Cleveland, tu aurais encore des raisons de penser que tu vas progresser. Mais voilà, tu as lâché quand même pas mal d'atouts. Donc tu sais que tu t'es pas mis complètement hors course pour Giannis. Et t'as encore, si tu fais un package avec Amen Thompson, je suis sûr qu'il y a encore des moyens de faire venir Giannis dans cette équipe si vraiment tu le voulais. Mais je pense que ça se complique. Et encore, ils ont encore quelques pics. Il y a encore moyen. Donc j'ai relativisé ce que je viens de dire. Mais et voilà, t'es quand même dans une petite pression là de se dire, ok. En plus, on a un peu parlé pendant l'été, comme souvent avec les joueurs avec la franchise des Rockets, c'est incroyable, quels que soient les dirigeants, un peu parlé en mode sur ce premier tour de playoff. Tu vois, il y a le Alperen Sengun qui disait ouais, les Warriors ont pleuré, blablabla, ont été les pleureuses, blablabla. C'est eux qui sont passés quand même, tu vois. Donc là, les Rockets, il y a quand même une volonté d'aller plus haut. Il y a, je pense, un besoin d'aller plus haut, urgent. Il y a une forme de pression, je l'entends. C'est pas l'équipe qui a le plus la pression. Non, mais il y a une forme de pression de toute façon, parce qu'ils ont recruté en conséquence, parce qu'ils sortent d'une saison où ils ont fini 2e en régulière. Pour moi, là où leur saison, elle sera déjà un peu réussie, déjà s'ils font mieux que l'année dernière, et ça semble pas très compliqué en playoff, c'est-à-dire passer un tour. Déjà, tu passes un tour, tu montres que tu as fait mieux. Après, tout dépendra de qui t'affronte et de quelle manière ça se passe. Mais je les identifie pas comme l'équipe qui a le plus de pression, pour les raisons que tu as évoquées, c'est-à-dire qu'il y a encore un peu de jeunesse dans l'effectif. Les meilleurs joueurs en dehors de KD, c'est un pari, quelque part. Si ça fonctionne pas, ils auront toujours de quoi rebondir derrière, même si ça leur fait perdre un petit peu de temps. Mais tu as encore Sengun, Amen Thompson, tu vois, il y a encore de quoi faire. Donc, ils ont une pression, parce qu'ils se la mettent tout seuls, ils sont un peu sur cette mentalité-là. Ouais. Leur coach est un peu dans ce moule-là, tu vois. Donc ça, je l'entends. Mais pour moi, s'ils font déjà une demi-finale de conf, ce sera pas mal. Et je suis d'accord avec toi. Pour moi, c'est pas les 2e favoris à l'Ouest. Ils sont pas très loin. Je pense qu'ils sont top 3, top 4 parmi les équipes qui espèrent aller le plus loin. Mais je mets aussi, par exemple, Denver devant. En fait, déjà, le truc, il y a plusieurs choses. Déjà, passer un tour à l'Ouest, il n'y a aucune équipe, à part peut-être le Thunder et les Nuggets, qui est sûr de passer un tour. Aucune équipe. Parce que là, si tu me dis, c'est sûr que Houston passe un tour, c'est grosso modo, tu me dis, je suis sûr que Houston est dans les 3 premiers de la conférence. Et même si tu es dans les 3 premiers de la conférence, tu peux jouer des premiers tours contre Minnesota, contre Golden State, contre Dallas, qui sera quand même une bonne équipe, faut pas le nier, contre toutes ces équipes-là, parce que, tu vois, t'es pas garanti de finir la saison régulière devant les Clippers, devant les Nuggets, devant le Thunder, devant les Lakers. Tu vois, si le premier tour, c'est 4-5, c'est Houston, Los Angeles.
quelle que soit l'équipe de Los Angeles. Tu C'est peux pour pas ça me que je dis dire, qu'il y aura tu progression. peux Tu vois, pas me dire que tu es sûr de passer ce tour. Hein. c'est pour ça que si Ouais. tu passes un tour déjà dans une conf Ouest compliquée, c'est déjà qu'il y a progression. Tu vois, tu te rapproches un peu doucement du truc, Bien. à l'image du Thunder, qui a petit à petit, tu vois. Ouais, bien sûr, je suis d'accord avec toi. Et maintenant, ça m'amène sur l'autre point. Là, quand même, les Rockets ont vocation à vouloir jouer le titre. Donc, déjà, passer un tour quand tu veux jouer le titre, tu as progressé, ok, mais tu voulais jouer le titre, tu vois. Je veux dire, quand les Sixers, ils font deuxième tour avec Embiid pendant des années, on se dit pas, ah, mais regarde, il y a un an, ils passaient que le premier, enfin, ils n'avaient pas passé le premier tour, tu vois. Tu joues le titre. Donc, déjà, tu as vocation à jouer le titre. Comme j'ai dit, la durée de vie de Kevin Durant, elle n'est pas limitée. Et derrière, les jeunes, je tiens à dire que Sengun, comme Amen Thompson, on n'a aucune certitude sur le fait que ces gars-là, ça va devenir des superstars. Et tu as déjà sacrifié Jalen Green. Je pense que Jalen Green, pour moi, ça n'allait pas devenir une superstar. Je n'ai pas de doute là-dessus, mais tu as tranché, en fait. Tu as tranché. Il y a même pas un an, on se pose la question qui est le meilleur joueur, quand même, entre Sengun et Green. Alors, nous, on a toujours penché plutôt du côté de Sengun, donc c'est un peu facile. Tu vois, on est dans la bonne position, mais c'était une vraie question. C'était une vraie question. Quand ils font leur très belle fin de saison, c'est Sengun, tu vois, etc. Aujourd'hui, Alperen Sengun, super joueur. Mais c'est pas, tu vois, c'est pas dit du tout que ça devienne une superstar, Alperen Sengun. Et Amen Thompson, super joueur, pareil, tu vois, qui a explosé, etc. Mais c'est pas dit du tout qu'offensivement, il y ait tout qui tu vois, c'est encore très brut offensivement sur pas mal de trucs. Il y a des gros caps à passer pour devenir une superstar au sens offensif du terme. Et même pour Sengun, que j'ai pas trouvé extraordinaire au passage en playoff. Je l'avais déjà dit dans un CQFR. J'ai pas trouvé qu'il avait fait des extraordinaires playoffs. Ça n'a pas été le plus mauvais, évidemment, hein, pour des premiers playoffs, etc. On est bien loin de ce qu'a fait Jalen Green, mais c'était pas non plus. Tu vois, on est sur deux joueurs. Donc, si ça marche pas à Kevin Durant, oui, tu as l'atout de la jeunesse. Mais une fois que Kevin Durant part, c'est pas dit du tout que Sengun et Amen Thompson, ça soit des mecs qui t'amènent au titre derrière. Ouais. Donc, je pense qu'il y a quand même une pression de temps légère, tu vois. C'est pas l'équipe qui a le plus la pression, je suis d'accord avec ça. Non, mais ça s'entend. Ils sont dans les équipes qui ont la pression. Toutes les équipes n'ont pas la pression cette année. Hein. Donc, eux, elle est un peu présente quand même. C'est une des équipes qui a fait l'un des meilleurs recrutements, je pense, de l'intersaison. Et encore une fois, passer un tour, vraiment, c'est pas une garantie aujourd'hui à l'Ouest pour. Les Lakers, ils n'ont pas la garantie de passer un tour. Les Clippers, ils n'ont pas la garantie de passer un tour. Vraiment, il y a des armadas qui n'ont pas la garantie de passer un premier tour, quoi. Ouais. Allez, je te laisse en donner une autre. Ouais, alors c'est équipe slash joueur. On reste dans les gros noms de la ligue. J'ai mis les Lakers et Doncic quand même. Parce que bon, les Lakers sont toujours une forme de pression. Hein. C'est un peu inhérent à leur statut. Mais pour Luka particulièrement, et je dis ça en étant optimiste sur le sujet, attention. Hein. J'ai déjà dit que je pensais qu'il pouvait être MVP, il a l'air en forme. Là, il connaît maintenant l'équipe, le contexte, la ville. Il y a eu la période d'adaptation de l'année dernière qui lui a permis ça. Il a l'air d'avoir la forme physique. On verra au sortir de l'Eurobasket. Mais il y a aussi que là que les dirigeants ont clairement montré et dit que le futur, c'était autour de lui plutôt qu'autour de LeBron. Ce qui est une forme de pression déjà. Ce qui est aussi un peu logique quand même. Il y en a un qui a 40 ans. C'est tout à fait logique. Mais c'est quand même une forme de pression. Et maintenant, il faut faire une saison de calibre MVP et montrer que les Lakers sont bien faits de faire ça, d'insister sur le fait que le présent et le futur, c'était Luka, et que l'équipe qu'ils ont montée, parce qu'il y a aussi eu des recrues avec des joueurs qui eux-mêmes auront de la pression. DeAndre Ayton, il joue sa place en NBA, là, par exemple, tu vois. C'est quand même un joueur qui avait un gros potentiel, un numéro 1 de draft, qui a montré des choses, mais qui peut très vite sortir des petits papiers des GM à force de faire ce qu'il faisait ces dernières années. Donc les Lakers, pour moi, ont une grosse pression. Et en même temps, elle n'est pas facile parce que, tu l'as dit, il y a l'Ouest, avec énormément d'équipes qui n'ont pas la garantie de passer un tour, mais qui ont en même temps des ambitions. Et les Lakers, ils ont l'effectif, il y a la qualité, il y a les grands noms, il y a un coach qui a fait une très bonne première saison comme coach NBA. Et ils sont très attendus. La pression médiatique aussi, ça, c'est l'équipe qui a toujours le plus de pression médiatique. Parce que s'il y a le moindre truc qui se passe à Los Angeles, si ça va pas, on va dire, il y a LeBron qui est pas content. Parce que l'avenir de LeBron, c'est aussi un enjeu parallèle, tu vois. Donc ça aussi, ça ajoute une forme de pression. Luka, qui a la pression de la superstar qui est arrivé par le trade le plus médiatisé et fou de l'histoire moderne. Donc pour tout ça, je pense que les Lakers ont une énorme pression et en même temps, elle n'est pas facile à assumer parce qu'au classement, tu l'as dit, il y a tellement d'équipes à l'Ouest qui peuvent prétendre à quelque chose qu'elle n'est pas simple du tout à assumer. Et pour Luka,
Lucas, j'ai aucun doute sur le fait qu'il est capable d'assumer la pression. Ça, j'en doute pas, mais elle est là. Luka, il a des choses à prouver. C'est marrant, moi j'avais Lakers, mais slash un autre joueur dont je vais parler après. Mais effectivement, sur Luka, tu as raison, il a des choses à prouver. C'est paradoxal de se dire qu'il a des choses à prouver, mais vu le déroulé du trade et tout ce qui a été balancé dans la presse par les Mavs, par Harrison et les Mavs dans la foulée, le côté non, mais nous on n'y croit pas au fait qu'il restera fit, etc. On ne croit pas au fait qu'il puisse avoir une longue carrière. Il a des choses à prouver aujourd'hui. Il a l'air d'être déterminé. Moi non plus, je ne m'inquiète pas trop pour Luka. C'est peut-être pour ça que je n'ai pas fait slash Luka et j'ai fait slash Austin Reeves, qui est en fin de contrat, enfin qui a la possibilité de tester le marché à l'issue de cette saison, qui laisse filtrer, ou en tout cas son agent et ses représentants laissent filtrer l'idée qu'il voudrait un contrat à plus de 30 millions, donc un contrat similaire à celui de Tyler Hero, tu vois. Aujourd'hui, tu changes Austin Reeves par Tyler Hero, tu te dis que les Lakers, ils ont une équipe encore plus forte, tu vois, c'est la vérité. Donc Austin Reeves, s'il veut être dans cette catégorie-là, il faut qu'il le prouve. Donc lui, il a des choses à prouver cette saison. Il est celui qui, à chaque fois en playoff, n'a pas été très bon, Austin Reeves, sur toutes les dernières campagnes de playoff des Lakers, pas toujours été très très bon. Après, c'était pas lui, de toute façon, qui était attendu. Mais il se trouve qu'il n'a pas été très bon, donc il a aussi des choses à prouver là-dessus. Il y a une pression sur Austin Reeves, il y a une énorme pression sur les Lakers, évidemment, parce que ce sont les Lakers. Et comme tu l'as très bien dit, LeBron, la situation avec LeBron, très bizarre. Voilà, on a énormément de rumeurs. Alors, je pense que c'est beaucoup de trucs à la presse qui en rajoute, parce qu'on est en juillet, on est en août, et il faut vendre. Mais LeBron, ça parle des Mavs, ça parle des Cavs, ça parle de trade, ça parle de... Tu vois, Rich Paul obligé de dire publiquement non, mais je vous rappelle qu'il a une no trade clause. Ça parle de bruit. Je comprends pas du tout. Moi, j'y crois moyen, cette histoire de LeBron qui serait vexé que l'équipe se tourne vers Luka. L'impression que c'est une lutte de pouvoir autre un peu plutôt qu'avec Luka, parce qu'il y a l'air d'avoir une super entente avec Luka en fait. Si c'est des petits détails. Ce qui était dit, c'était plutôt ils m'ont pas prévenu tout de suite que la franchise allait être vendue. Ouais, voilà, c'est des trucs comme ça Non, mais il y a une lutte avec la direction en place. Il y a un truc avec la direction en place. Il y a une espèce de truc. Il y a des rumeurs comme quoi LeBron voulait faire venir Bob Myers. Enfin, voilà. Il y a une espèce de petite guéguerre avec les dirigeants, avec Rob Pelinka. De toute façon, j'imagine. Hein, il y a l'air d'avoir quelque chose avec Rob Pelinka depuis quelques années d'ailleurs. Bon, ça crée une pression en plus, ça c'est clair. Les Lakers ont de la pression. Ouais. Ouais, je pense que c'est une équipe qui a toujours de la pression, mais là particulièrement. Puis eux aussi sont impliqués dans ce trade, en fait, tu vois, d'une manière ou d'une autre. Alors, il y a moins de pression que maintenant que Luka a re-signé. Il a re-signé, on est d'accord, hein, et oui, on l'a fait son contrat, oui, il a pris. Par contre, du coup, ils lui ont offert beaucoup d'argent. Si tu te fies à ce qu'a dit Nico Harrison, c'est une erreur. Eux lui ont donné. Alors, il y a moins de pression. Il y avait la pression quand même au moment où tu fais le deal, c'est que tu te dis, ah mince, ça se trouve, on a donné Anthony Davis et un pic. C'est ridicule quand on le tourne comme ça. Je t'arrête, hein, je reprends ta phrase. Si on se fie à ce que dit... Non, mais je me fie pas à ce que dit Harrison. Ils ont donné Anthony Davis et un pic contre Luka Doncic. Je suis toujours pas d'accord avec la décision, avec la nature du trade. Ça aurait été un plus gros trade avec plein d'énormes atouts sur 10 ans. J'aurais déjà pas été pour, mais au moins j'aurais vu l'envergure de la contrepartie. J'aurais compris. Là, toujours pas. Je te rassure, ça va pas changer. Bon, bref. Allez, je te propose qu'on reparte dans l'autre conférence. Il y a encore une équipe. Plus une équipe qu'un joueur, d'ailleurs. Une équipe et une équipe dirigeante. Bah, les Milwaukee Bucks, quoi. Tu trouves qu'il y a de la pression? Non, mais il y a de la pression, c'est sûr, parce qu'il y a tout ce qu'il y a autour de Giannis, mais est-ce que les gens ont beaucoup d'attentes? Bah non, les gens attendent plus les Bucks, bien sûr. Bah, les gens ont raison de plus attendre les Bucks, mais la vérité, c'est qu'aujourd'hui, les Bucks doivent... Qu'est-ce qu'ils peuvent... Bon, ok, ils peuvent être outsiders. En fait, les Bucks doivent ne pas être ridicules, quoi. Je pense pas qu'ils seront ridicules. De toute façon, si Giannis est là, la saison sera pas ridicule. C'est plutôt sur les attentes et la pression même médiatique. Il y a la situation autour de Giannis, de son avenir et tout, qui met une forme de pression. C'est-à-dire qu'ils doivent essayer d'être compétitifs. C'est là que je la vois, la pression. Mais est-ce que jusqu'à quel point est-ce qu'on dira bon bah la saison est pas si mal et Giannis a été rassuré? En fait, Giannis, il veut jouer le titre. Alors là, peut-être qu'il ne demandera pas à se barrer cet été. On a l'air parti quand même pour qu'il reste. Mais il veut jouer le titre. Et là, l'Est, elle est ouverte maintenant, cette saison.
L'Est, on ne sait pas si c'est ouvert l'an prochain, tu vois. Mm. Et eux, sur 5 ans, ils ont le contrat de Damian Lillard maintenant, en fait. Donc la marge de manœuvre, il y a encore un peu de marge de manœuvre du côté des Bucks. Il y a encore des contrats, il y a Kyle Kuzma. Au final, ils ont fait une bonne intersaison. Non, mais Ça qui est fou, l'équipe est c'est pas mal du tout. ils ont fait une bonne intersaison. Turner. Ils ont réussi à garder plein de mecs pour pas cher du tout. Ils ont réussi à faire venir Miles Turner, on ne sait comment. Donc, ils vont avoir des pics, ils vont récupérer petit à petit des pics. Donc, il y a encore de la marge, mais l'Est, elle est ouverte maintenant. Et franchement, si tu fais second tour, tu fais éclater par les Cavs ou les Knicks. Ouais, moi, je suis Giannis. À un moment, tu vois, j'ai de la patience, mais ça a des limites, quoi. Donc, mais je ce pense sera qu'il y pas a une énorme quand même surprise. une forme de pression. Ce serait pas une surprise en soi, mais la pression, c'est pas forcément un truc qui est surprenant ou pas surprenant. La pression, c'est lié à qu'est-ce que tu te fixes comme objectif, qu'est-ce que tu as dans ton effectif. Et là, Giannis, apparemment, ils sont en train d'essayer de le vendre, le projet, comme quoi, non, mais on est vraiment être compétitif, c'est pas juste gagner une série de playoffs, tu vois. Moi, je pense, on en parlait une fois avec Théo. Je disais, là, les Bucks, ils ont l'équipe pour au moins gagner une série et je les vois pas forcément faire beaucoup mieux, tu vois. Mais en fait, en soi, ce serait pas surprenant de pas faire mieux, mais à l'échelle de la franchise, c'est décevant en fait. Bien sûr que si tu regardes l'effectif, tu te dis bah ouais, ils peuvent pas aller en finale NBA. Mais d'un côté, tu as vendu à Giannis le fait que tu veux être parmi les meilleures équipes. Donc si tu es par les meilleures équipes, tu fais pas juste un deuxième tour, tu vois. Et je pense que si tu as Giannis, ok, ils vont super loin, il y a un Giannis stratosphérique, ce qui est très possible, voire très probable. Est-ce que ça change la perception qu'il a de l'équipe? C'est-à-dire que si c'est lui qui les tracte jusqu'au bout, est-ce qu'il se dit quand même l'équipe est assez compétitive pour me permettre de jouer le titre, alors que c'est lui qui aura fait des... Oui, mais que c'est lui, ça changerait en fait. Par contre, si effectivement ils vont en finale de conférence, les Bucks, encore une fois, en fait, tu sais quoi, les Bucks, ils ont même la pression en cours de saison, déjà de faire une bonne saison, d'être bien placé à l'Est pour se maximiser les chances d'aller loin. Ils peuvent pas démarrer comme l'année dernière, c'est sûr. Et deux, en fait, ils ont une pression presque de faire un deal, en fait. Ils ont presque une pression de trouver un autre deal pendant cette saison. Ou alors, s'il faut effectivement Giannis stratosphérique et les mène jusqu'en finale de conférence, ils s'offrent légèrement du répit, les dirigeants, mais par contre, il y a pression de trouver un deal pendant l'intersaison. Avec Kyle Kuzma, avec les pics, de trouver, ok, tu as été stratosphérique, on va te demander d'être encore stratosphérique, mais cette fois-ci, regarde, on va ajouter le petit gars qui te permet d'être stratosphérique entre finale de conférence et finale NBA. Enfin, c'est des mondes, là, faut quand même beaucoup de choses qui s'alignent. Hein. Ouais. Mais bon. Allez, on a fait le tour de pas mal d'équipes qui ont la pression. Juste, je sais pas si tu en avais d'autres, je peux t'en citer quelques-unes en très bref. Je pense qu'Orlando et Atlanta ont une forme de pression. Elle est bien sûr bien moins grande que toutes les autres équipes, mais t'as misé gros sur ton recrutement, t'as intérêt à passer un cap quand même, pour l'une comme pour l'autre. Pour les deux, c'est des cas un poil différents, mais je suis d'accord, je les avais notés évidemment. Pour Atlanta, pour plein d'individualités aussi à Atlanta, Snyder au coaching, Trae Young quelque part, il y a une forme de pression, donc là-dessus, ouais. Et Orlando, avec, tu rajoutes Desmond Bane, qui est un joueur de calibre All-Star quasiment, hein, même s'il ne l'a pas été. Mosley, grosse pression sur lui en tant que coach. Montrer qu'en attaque, il peut y avoir un peu plus que ce qu'on a vu. Voilà, que ça fonctionne avec Banchero, Wagner. Il y a plein de choses qui, là aussi, on pourra se pencher plus tard sur qu'est-ce qui est une saison réussie ou pas pour ces équipes-là, mais dans une conférence qui est un peu ouverte, ouais, c'est des équipes qui ont la pression, parce que même si c'est jeune, dans les deux cas d'ailleurs, les gens pourront pas se satisfaire d'un premier tour ou d'une saison régulière un peu moyennasse où tu finis 7e, tu vois. Donc oui, je les avais notés aussi. Allez, on referme ce chapitre. On peut se tourner vers la WNBA. Il y avait un seul match, mais sacré match et surtout énorme performance de Paige Bueckers. Alors, défaite des Wings, 80-80 contre les Sparks, mais 44 points de Paige Bueckers à 17 sur 21 au tir. C'était un super match, donc c'était le seul de la nuit, mais c'était vraiment un super match. La défaite, c'est une bonne nouvelle pour Dallas, parce que Dallas est officiellement éliminé de la course au playoff et que l'objectif, c'est la loterie pour l'année prochaine. Et les Sparks, par contre, avaient vraiment besoin de gagner parce que elles sont à la lutte avec le Storm, justement, pour le dernier spot pour l'instant, et qu'il reste moins de 10 matchs, donc ça se rapproche. Avant de parler de Paige Bueckers, parce que c'était fantastique, mais il y a le panier au buzzer pour la gagne de Kelsey Plum, un bank shot toute fin qui fait exploser la salle, qui était vraiment en fusion hier, et qui permet de relancer les chances de qualif de Los Angeles. Et donc, sur ce match, franchement, j'ai pas les mots. Vous savez à quel point j'adore Paige Bueckers et que je passe mon temps à dire que je pense que ce sera la meilleure, etc.
Là, ce n'est qu'un match, mais la copie qu'elle a rendue et le match qu'elle a fait techniquement, physiquement, défensivement, c'était magnifique. Donc tu le disais, elle a mis 44 points, elle prend 4 rebonds, mais au-delà du scoring, parce que on n'est pas sur le plus gros match au scoring de l'histoire de la WNBA, hein, mais 17 sur 21, 3 sur 3 à 3 points. Quand elle est sur le terrain, plus 12, 4 sur 4, elle a fait mieux que maintenir son équipe dans le match. Et puis, juste visuellement, regarder le match qu'elle fait, l'impression visuelle est folle. Et donc, il y a aussi quand même une entrée dans les livres d'histoire de la WNBA, parce que ça reste une rookie, et que c'est le record de points pour une rookie en WNBA. Elle bat Candace Parker, qui était jusque-là la détentrice. Et si on s'éloigne même de son statut de rookie, il n'y a jamais une joueuse qui avait marqué au moins 40 points en shootant à 80%. Et c'est une extérieure. Donc je trouve absolument sidérant. Et le match qu'elle a fait, il est totalement dingue. Je leur dis, on n'est pas sur l'une des plus grosses perfs offensives de tous les temps en WNBA. Le record, c'est co-détenu par A'ja Wilson et Liz Cambage, 53 points. Donc il y a encore un peu de marge. On n'est pas si loin non plus. On n'est pas si loin. Et surtout, ce sont des joueuses intérieures. Là, Paige, elle a fait un récital sur le mid-range, sur les moves au poste. C'était contre une équipe qui est plutôt pas mauvaise en défense. Hein. Plusieurs fois, elle a enrhumé des joueuses comme Cameron Brink et compagnie. C'était vraiment un récital. Et donc, c'est un peu une prise de rendez-vous, je trouve, pour la saison prochaine. Exactement. J'imagine que les Wings, qui font des choses intéressantes, hein, malgré les défaites, il y a pas mal de blessés. Ogunbowale ne joue plus là. Elle commence à montrer des choses et c'est assez intéressant. Et je pense que là, elles ont vraiment pris rendez-vous. Et la saison prochaine de Paige, à mon avis, sont pas forcément prêts. Voilà. Mais allez voir les highlights, c'est magnifique. En fait, ça te laisse imaginer ce qui va se passer quand Paige Bueckers va complètement maîtriser tout son arsenal. Tu sais, quand elle sera dans son prime et quel genre de match elle va pouvoir sortir à ce moment-là. Tu parlais des 53 points. En fait, elle a une telle efficacité au tir et à mi-distance, telle maîtrise des fondamentaux sur ce truc-là, que le jour, tu vois, un peu plus forte physiquement, tu vois, quand tu commences à prendre l'âge, tu as l'expérience, tu as encore vraiment, quand tu es dans ton prime, tu as tout ce mix d'expérience, de puissance, de technique, etc. Tu peux sortir un match, je sais pas, à 22 sur 28, tu vois, avec 10 lancés en prime. L'efficacité est folle, hein. C'est vraiment l'efficacité qui est folle. Exactement, et avoir un match au scoring absolument ahurissant, quoi. Ça, et je le répète, défensivement, il y a aussi des choses, elle a un niveau, je vous le disais, on en discutait avant de commencer, mais défensivement, elle a un niveau de all defense. Si elle veut, tous les ans, elle peut l'être, tu vois. Parce que déjà, à Yukon, Gino Riema la mettait parfois poste 4. Elle a fait des demi-saisons entières au poste 4, tu vois, parce qu'elle est capable de défendre au poste. Donc, il y a tellement de choses incroyables. Et pour rappeler aux gens la perspective de 2028 et 2032 avec un backcourt Paige Bueckers, Caitlin Clark pour Team USA, c'est un peu décourageant pour l'opposition. Et je parle juste du backcourt, hein, mais voilà. Avec Juju Watkins en 6e homme sur le poste. Et il y aura encore des choses actuelles. En 2028, il y aura encore A'ja Wilson et compagnie. Donc mais de toute façon, on sait que le team USA femmes n'a pas les mêmes problématiques, je pense, que le team USA homme. A priori, non. Mais ça viendra peut-être un jour, ça mettra plus de temps parce qu'effectivement, pourquoi aussi le team USA homme, c'est pas qu'un défaut de formation, c'est aussi le fait que les autres pays ont rattrapé, tu vois, Peut-être que chez les femmes, ça viendra aussi, que le jeu se développe de plus en plus. Si la WNBA se développe de plus en plus, il y aura de plus en plus de joueuses étrangères, de joueuses internationales. On le voit par exemple avec les Françaises. Et il peut y avoir, et d'ailleurs, sur la dernière compète, la France, je vais même te dire, la défaite des femmes m'a laissé plus de frustration que la défaite des hommes. J'ai vraiment eu l'impression qu'elles avaient le match en main, en fait. On peut dire pareil que les hommes, mais les hommes ont semblé plus souvent dans la réaction, là où les femmes, j'ai l'impression, ont plus souvent maîtrisé le match. Je parle des filles de l'équipe de France, ont plus longtemps maîtrisé le match et se sont... après les hommes, il y a l'OVNI Stephen Curry, bien sûr, tu vois, mais j'ai l'impression que les femmes, je parlais tout à l'heure de les Knicks qui ont plus les Celtics qui ont perdu la série. Alors, c'est un peu injuste, pareil, je ne vais pas dire la même chose, mais si, en fait, si je vais dire la même chose, et après, vous pouvez me taper sur les doigts, mais j'ai l'impression que l'équipe de France Femmes a aussi un peu perdu ce match qu'elle avait vraiment entre les mains. Et moi, ça m'a laissé une grosse frustration, la finale. La frustration, c'est que... La frustration, Théo nous souffle l'arbitrage dans l'oreillette un petit peu, mais non, le truc, ce qui est frustrant, c'est que un match aussi raté, entre guillemets, de la part de Team USA, chez les filles, ça arrive
quasiment jamais. Et là, Ouais. elles étaient vraiment pas dans Pas un le bon team jour. Elles USA sont, le plus impressionnant non plus, pas au niveau des noms, je parle dans la ouais, ti ouais. dans Ouais, ce ouais, qu'elles ont dégagé sur tout tout le à fait. tournoi, tu vois? Allez, on termine là-dessus, on se retrouve demain pour un nouveau CQFR. Bonne journée à tous. Ciao, ciao.